L'administration pénitentiaire, vous le savez, ainsi que ses agents, ont été les cibles d'une violence extrême, décomplexée, préméditée, les atteignant tant dans leur exercice professionnel qu'au cœur de leur vie privée. La gravité des faits multiples perpétrés en tout point du territoire justifie cette prise de parole. Avant de faire le point sur l'enquête qui se poursuit désormais au sein de la JUNALCO, pour mémoire, la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, sous la direction de ses magistrats instructeurs, j'exprime aujourd'hui encore à la communauté pénitentiaire tout mon soutien. L'ampleur de ces attaques à la temporalité concertée, leur enjeu institutionnel évident, avait conduit le parquet national antiterroriste à se saisir. Très vite, toutefois, les parquetiers de la JUNALCO ont été associés à la direction d'enquête, aux réunions avec les services de police judiciaire et ont exploré les pistes révélées, l'empreinte de la criminalité organisée se concrétisant au fil des investigations. À l'issue des gardes à vue, le parquet national antiterroriste n'a pas retenu sa compétence, ses actions coordonnées n'ayant pas eu, je le cite, pour seul but de troubler l'ordre public par l'intimidation et la terreur, et ne procédant donc pas d'une entreprise terroriste telle que qualifiée par le Code pénal. C'est confirmé en revanche l'hypothèse, parmi d'autres formulées, d'opérations entreprises avec, à la manœuvre, certains acteurs déjà connus de la grande criminalité organisée. Criminalité organisée qui se caractérise notamment par ses actions de déstabilisation de celles et ceux qui se consacrent à entraver son action, parmi lesquels les femmes et les hommes de l'administration pénitentiaire, dont l'engagement est la garantie de l'efficacité de l'action judiciaire. Parmi les nombreux faits dénombrés, les parquets nationaux parisiens ont fait le choix de regrouper au sein d'une procédure socle les faits entre lesquels des liens ont pu être établis avec certitude. Ces faits intégrant les agissements des opérateurs des réseaux conspiratifs, des commanditaires, des relais opérationnels, des recruteurs et des acteurs de terrain. C'est ainsi qu'ont été réunis les tirs effectués sur le centre pénitentiaire de Toulon, ceux visant les domiciles des agents pénitentiaires à Villefontaine, qui ont également été incendiés les 17 et 21 avril. Les incendies de véhicules ont également été regroupés lorsqu'il s'est agi de ceux perpétrés sur le site de l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen le 13 avril, au centre pénitentiaire de Réau le 14 avril, au sein des maisons d'arrêt de Nanterre, Villepinte, Nîmes et Valence les 14 avril, au sein de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes et sur un parking de Marseille le 15 avril, et au sein du centre pénitentiaire de Tarascon le 16 avril. D'autres faits ont été commis à proximité d'établissements pénitentiaires que je n'ai pas cités. Ils ont été laissés ou confiés à la direction des parquets territoriaux compétents. C'est le cas de Meaux et de Lyon. Néanmoins, la JUNALCO, évidemment, demeure régulièrement informée des avancées de ces différentes procédures et tout rapprochement qui s'avérerait nécessaire serait effectué. Je veux saluer à ce stade de mon propos la mobilisation remarquable de tous les acteurs engagés dans la lutte contre la criminalité organisée, quels que soient ses vecteurs, et rendre aussi un particulier hommage au travail extraordinaire accompli par les effectifs de la Direction nationale de la police judiciaire ici représentée, et notamment de la SDAT et de tous les services techniques ou territoriaux sollicités jours et nuits pendant près de 15 jours. Je souligne également la coopération inédite entre les magistrats du parquet national antiterroriste et de la JUNALCO, coopération qui s'est déployée dans le cadre de ce dossier. Une sorte de ce que j'allais qualifierais d'équipe commune d'enquête a été constituée
innovante dans la plus fluide des coopérations. À tous les instants de la procédure, ce sont une quinzaine de magistrats du parquet qui, aux côtés des enquêteurs, ont traqué les auteurs des faits, pesé les éléments en charge, favorisé le recueil des éléments de preuve, des témoignages, par toute réquisition utile. Lorsque les techniques spéciales d'enquête ont dû être déployées, les juges des libertés et de la détention requis ont été mobilisés en nombre. Ce sont 3 magistrats instructeurs qui, depuis hier, auront vocation à la poursuite des interrogatoires et des investigations. Magistrats très spécialisés, leur détermination et leurs compétences ont déjà été démontrés dans la procédure de l'attaque d'Incarville pendant de nombreux mois. À ce stade, ont été instaurées 96 techniques spéciales d'enquête, parmi lesquelles géolocalisation, interception. Ces techniques spéciales d'enquête ont nécessité l'autorisation motivée de magistrats. Grâce à cette complémentarité entre le travail de terrain et le travail d'analyse, les investigations ont pu rapidement progresser, nourries de témoignages nombreux, de l'exploitation de vidéosurveillance, de prélèvements génétiques, de téléphonie et de l'exploitation et de l'étude des réseaux sociaux. Sont désormais mises en examen 21 personnes suspectées d'avoir participé aux faits, mises en examen sous des qualifications en lien avec les éléments recueillis à leur encontre. Pour certains, les qualifications retenues leur rendent leur auteur passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Les autres peines d'emprisonnement encourues délictuelles étant de 10 années. Si certains suspects contestent l'intégralité des infractions qui leur sont imputées, d'autres ont reconnu plus ou moins spontanément leur implication dans les faits reprochés, dans des versions souvent assez édulcorées des circonstances de leur passage à l'acte, justifiant pour partie leur explication minimaliste par la crainte de représailles. Cette procédure révèle là encore l'évolution de la criminalité organisée, qui associe les profils de haut et de bas du spectre. On retrouve également le fait de recourir à des recrutements tarifés, à des prix bas, de jeunes acteurs, ce depuis la détention. Ces recrutements par les réseaux sociaux ne dissuadant pas ceux recrutés des actions les plus graves. Les identifications ont accompagné la révélation de l'organisation criminelle déployée. La boucle Telegram des DPF tout d'abord. La concomitance des actes commis n'a laissé aucun doute sur leur caractère concerté. Les investigations ont rapidement conforté cette analyse, cette hypothèse, mettant au jour des groupes Telegram et Signal se revendiquant du sigle DDPF. Cet acronyme, tagué en plusieurs lieux où des infractions ont été perpétrées, à plusieurs reprises mal reproduit, a constitué en quelque sorte un mot d'ordre, une sorte d'étendard criminel derrière lesquels se sont agrégés des malfaiteurs. À ce stade, aucune organisation structurée de longue date ne semble correspondre à ce sigle, imaginé pour les besoins de la cause, juste avant la commission des faits. Les rôles de chacun des suspects peuvent être ainsi décrits. L'exploitation rapide de ce canal institué de défense des prisonniers français a permis l'identification rapide de son gestionnaire et de plusieurs de ses utilisateurs. Ainsi, 4 personnes sont suspectées d'avoir utilisé ces canaux pour se faire le relais de l'instigateur et pour recruter des hommes et des femmes de main. 3 de ces personnes étaient déjà détenues pour d'autres causes. De nombreuses autres personnes sont soupçonnées d'avoir accepté de mettre le feu, voire de faire usage d'armes à feu automatiques en des endroits symboliques, au péril de la vie et de la santé des personnes qui pouvaient se trouver à proximité. Le prix de ces actions criminelles s'est situé entre 500 et 7 000 euros. Les profils des personnes mises en examen sont très différents. Divers tant par leur âge, 15 ans pour le plus jeune, 37 ans pour le plus âgé, divers par leur origine géographique. Ils sont aussi divers par leur parcours judiciaire. Certains étaient totalement inconnus, alors que d'autres peuvent
être considérés comme faisant partie de ce qu'on appelle la criminalité organisée du haut du spectre. La plupart des exécutants sont des personnes jeunes, habitant à proximité des lieux de passage à l'acte. 2 d'entre eux sont mineurs, certains n'ont aucun casier judiciaire. Les personnes soupçonnées d'être les instigateurs et les relais, en revanche, avaient déjà entamé un parcours dans la grande criminalité. Celui à qui paraît être imputable à ce stade la boucle Telegram, qui fait naître la revendication des DPF, âgé de 24 ans, est le seul qui prétend avoir des liens avec la DZ Mafia. Il est détenu provisoire pour des procédures criminelles et délictuelles. Évidemment, la piste d'influence de la DZ Mafia, réelle ou supposée, sera explorée. 3 des personnes à qui il est reproché d'avoir recruté des exécutants âgés de 26 à 36 ans étaient également déjà en détention provisoire pour des faits délictuels de diverses natures. Une femme est soupçonnée d'avoir donné de l'ampleur à ses messages sur les réseaux sociaux. On compte également une autre femme parmi les exécutants. L'opération diligentée, à compter du 28 avril, a conduit au placement en garde à vue de 30 personnes sur l'ensemble du territoire et notamment dans les régions de Paris, Lyon, Marseille. Le parquet de la Junalco a ouvert le 2 mai une information judiciaire des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, crimes faisant encourir la perpétuité, de dégradation de biens par moyens dangereux commis en bande organisée, crimes faisant encourir 20 ans de réclusion criminelle, d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre des transactions illicites en bande organisée, délit faisant encourir 10 ans d'emprisonnement, menaces, violences, intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, ce que l'on appelle acte d'intimidation, délit faisant encourir la peine de 10 années d'emprisonnement, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit faisant encourir 10 ans d'emprisonnement, acquisition ou détention d'armes de catégorie A et B, délit faisant encourir la peine de 10 ans d'emprisonnement. Je n'ai pas évoqué les peines d'amende associées. Ce sont hier 21 personnes qui ont été mises en examen. Toutes ont été placées en détention provisoire, à l'exception de 2 mineurs qui ont été placés en centre éducatif fermé et de 2 personnes qui ont sollicité un débat différé et qui donc seront l'objet d'un débat contradictoire les jours prochains. Les perspectives d'enquête sont nombreuses. Les 3 magistrats instructeurs de la Junalco co-dirigent aujourd'hui la suite des investigations, avec évidemment pour objectif la recherche des sources de financement et des maillages possibles entre ces acteurs de la grande criminalité organisée, l'identification assurée des commanditaires et de la hiérarchie unissant les co-auteurs de ces faits, la poursuite des interpellations des acteurs de terrain. Évidemment, les victimes continueront à être associées à la procédure. Leur préjudice, y compris moral, sera évalué et il en sera évidemment tenu compte. La mobilisation totale des acteurs de la lutte contre la grande criminalité et notre pleine détermination perdurera afin de ne pas laisser de tels actes impunis. Monsieur le directeur, je vais vous céder la parole car je crois qu'il est essentiel que la mobilisation de vos services que j'ai déjà salués soit... Laure Becchio, la procureure de la République de Paris que vous venez d'entendre pour cette conférence de presse qui faisait suite à ce que l'on a appelé l'affaire des attaques de prison de ces dernières semaines. On va donc en parler avec Maître Roas, avocat pénaliste au barreau de Paris, et Vincent Montighem, grand reporter police-justice. J'essaie de résumer, vous me dites ce qui vous paraît le plus important. Étendard criminel, 21 personnes mises en examen, dont 2 mineurs et 2 femmes. On n'est pas dans du terrorisme, on est dans ce qu'on appelle la criminalité organisée. Oui, c'est sans doute ça l'information essentielle à retenir de cette prise de parole de Laure Becchio ce matin, parce qu'on le savait, au moment des faits, des attaques sur ces prisons, c'était le parquet national antiterroriste qui s'était saisi de ce dossier en mettant en avant 3 pistes. La piste de l'ingérence, la piste aussi de
voilà, la gauche ultra-radicale, et puis la piste du narcobanditisme, de la grande criminalité. C'est finalement cette piste-là qui semble aujourd'hui privilégiée, puisque l'homme qui est à l'origine de la boucle Telegram sur laquelle l'appel à se mobiliser contre les centres pénitentiaires a été lancé, et quelqu'un qui était déjà incarcéré pour des faits liés à la grande criminalité. Du reste, la procureure de la République de Paris l'a précisé, c'est le seul des 21 personnes à avoir été mises en examen qui se prétend avoir des liens avec la DZ Mafia, dont on parle beaucoup, notamment autour de Marseille. Cette piste sera explorée, c'est-à-dire qu'on doit encore aller plus loin dans les investigations pour savoir si c'est vraiment la DZ Mafia qui est derrière ces actions. Mais en tout état de cause, c'est bien la piste de la grande criminalité qui est retenue aujourd'hui par la justice. Et puis, la procureure de la République a tenu à faire cette conférence de presse aussi pour rappeler quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers mois, c'est cette espèce d'organisation de la grande criminalité qui, depuis les murs des prisons, puisque là on a quand même 4 personnes qui ont relayé le message alors qu'ils étaient détenus, on est allé recruter via les réseaux sociaux des petites mains pour s'en prendre ici à telle prison, ici à tel domicile d'agent pénitentiaire ou aux voitures, voilà, avec des montants qui peuvent sembler même parfois dérisoires pour des faits de cette gravité. La procureure l'a dit, les actions criminelles ont été en gros réalisées en contrepartie de sommes allant de 500 € à 7 000 €. On parle de quoi? On parle de voitures incendiées, de domiciles qui ont été tagués, mais aussi de domiciles qui ont été attaqués à Villefontaine. Une maison a été incendiée et attaquée à coups de Kalachnikov. Voilà, donc en résumé, 21 personnes mises en examen, 2 mineurs qui ont été placés en centre éducatif fermé, les autres mises en examen ont été placés en détention provisoire. Elle l'a précisé, on a des profils divers, des gens âgés pour le plus jeune de 15 ans, pour le plus âgé de 37 ans, de femmes, de diverses origines géographiques. Certains étaient inconnus des services de justice et d'autres, on l'a dit, étaient déjà détenus pour d'autres causes avec voilà, soit un casier judiciaire, soit des affaires assez lourdes à leur actif. Maître Roas, merci beaucoup Vincent. Maître Roas, 3 choses que je vous soumets avant de faire une petite pause. Ces gens-là risquent gros, jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Avec peu, on peut faire beaucoup de dégâts, ce que disait Vincent à l'instant. Et en gros, on continue à pouvoir agir, pas en toute impunité, mais agir derrière les cellules de prison. Qu'est-ce que vous retenez de ce que dit Laure Becquot, qui peut poser question évidemment? Ce que je retiens, c'est d'abord le spectre très large, comme elle a dit, c'est-à-dire des gens inconnus, quasiment inconnus des services de police et de justice, et d'autres extrêmement implantés. Certains sont détenus pour autre cause. Donc ça veut dire, d'ailleurs, les commanditaires, manifestement, enfin en tout cas certains qui ont été... Une forme d'opportunité dans le sentiment. Voilà, certains qui sont identifiés étaient déjà détenus pour autre cause. La piste antiterroriste, effectivement, est écartée, et c'est la piste de la criminalité organisée. C'est vrai que ça semble assez nouveau, et ce qu'on entend dans la déclaration de Madame le procureur, c'est finalement des faits nouveaux, une confrontation avec une criminalité qui est relativement nouvelle, voilà, mais avec des profils très divers, tant en termes d'origine, en termes d'âge, en termes de proximité par rapport aux endroits qui ont été attaqués. Ce qui a été attaqué, c'est notamment, non seulement ce qui est intéressant, ce qui m'a, moi, intéressé, c'est à la fois l'aspect centre pénitentiaire, mais également il vise la vie privée, ce qui est quand même inédit. C'est assez inédit. Donc ce serait intéressant de connaître aussi les motivations. Quelles sont les motivations? Je pense que dans le cadre des auditions, dans le cadre de l'information judiciaire qui est ouverte pour de nombreux chefs de prévention, Madame le procureur les a énumérés, vous l'avez dit, qui visent des qualifications pénales où les personnes encourent entre 10 ans et la réclusion criminelle à perpétuité. Donc c'est vrai que c'est assez inédit, et ça va être intéressant de savoir quelles sont les motivations, parce que, encore une fois, le motif terroriste a été écarté.